Port-au-Prince, un après-midi ensoleillé. Les rues sont pleines de vie, les marchés bourdonnent d'activité, les enfants jouent, c'est l'image d'une normalité paisible, des femmes portent des paniers sur leur tête, des ouvriers rentrent chez eux, les voitures tracent leur chemin dans la douce animation de la ville. Un souffle de vent léger fait danser les palmiers. Tout semble calme, ordinaire, mais sous la surface, un danger invisible sommeille. La faille de Léogane, une fracture tectonique, est sur le point de céder. Soudain, l'air s'alourdit. La terre commence à trembler, d'abord faiblement, presque imperceptiblement, puis le sol se fissure. Une fine poussière s'élève des trottoirs. La secousse s'intensifie brutalement. Les bâtiments vibrent violemment. En quelques secondes, des symboles s'effondrent. Le palais national, cœur du pouvoir, s'écroule. Les ministères, les écoles, les hôpitaux, les églises, tout ce qui semblait éternel, s'effondre dans un vacarme assourdissant. Les maisons plus modestes, où des familles vivaient il y a un instant, ne sont plus que des tas de débris. Les routes se lézardent, les ponts se tordent comme du métal en fusion. Au milieu de ce chaos, une mère, Marie, court, son fils Jean dans ses bras, le visage tordu par la panique. Un manguier, autrefois un havre de paix, se balance dangereusement. La poussière et les gravats envahissent tout. Les survivants émergent des ruines, couverts de poussière, désorientés. Des cris perçant le bruit de la destruction, des noms hurlés dans l'espoir de retrouver un proche. Les chiens, paniqués, aboient à la mort. Marie et Jean se réfugient sous le manguier, témoins impuissants de la fin de leur monde. Même les immeubles modernes, symboles de progrès, s'affaissent, se transformant en un enchevêtrement monstrueux de béton et de fer. Au milieu d'un marché, en plein effondrement, un vieil homme est piégé. Une brume épaisse de poussière et de fumée remplit les rues, obscurcissant le soleil, plongeant la ville dans une pénombre apocalyptique. Les pleurs d'enfants résonnent, des voix fragiles coincées sous les décombres de leur maison. Des voisins, de simples citoyens, deviennent des héros. Ils creusent à main nue, désespérément, pour sauver ceux qu'ils aiment. Un médecin, sans hôpital ni matériel, installe une table sous un arbre. C'est sa nouvelle salle d'opération. À la lumière déclinante du jour, il pratique des interventions d'urgence sur les blessés. Les ambulances y sont bloquées, les routes sont impraticables. Il n'y a pas d'issue. Des familles entières, privées de tout, se cernent les unes contre les autres, sur de simples bouts de carton, à la belle étoile. La nuit tombe, une nuit de chaos et de peur. Les survivants veillent, éclairés par la lueur fragile de lampes de poche et de bougies. Le froid et l'humidité de la nuit tropicale s'ajoutent à la souffrance des blessés et des sans-abri. Dans l'obscurité, des mains se cherchent, des voisins se consolent, partageant une douleur muette. Les cris des blessés et les prières des survivants se mêlent en une complainte déchirante. Chaque nouvelle secousse, même légère, ravive la terreur. Des silhouettes fantomatiques errent quant au milieu des ruines, cherchant inlassablement un visage familier, un signe de vie. Au lever du jour, l'ampleur de la catastrophe se révèle dans toute son horreur. Les vues aériennes montrent des quartiers entiers rayés de la carte. Des morgues improvisées se dressent à chaque coin de rue, témoignage silencieux de la tragédie. Des familles fouillant les gravats, appelant des noms qui ne recevront jamais de réponse. À l'aéroport endommagé, les premiers secours internationaux commencent à arriver. Un mince filet d'espoir dans un océan de désolation. Des camps de tentes de fortune surgissent sur les places publiques, abritant des milliers de déplacés. La nourriture et l'eau deviennent des biens précieux. Des médecins, venus du monde entier, opèrent dans des conditions extrêmes, sauvant des vies avec les moyens du bord. Pour les survivants, chaque jour est une lutte pour l'eau potable, pour un abri, pour un soin. Les visages sont marqués par les larmes, le chagrin, la peur. Le bilan est effroyable. Plus de 200 000 morts, des centaines de milliers de blessés. Le monde entier, à travers les reportages, prend conscience de l'ampleur inimaginable du drame. Face à cette dévastation, une vague de solidarité mondiale se met en marche. Les organisations non gouvernementales sont en première ligne, distribuant de l'eau et des vivres essentiels à la survie. Des avions cargo atterrissent sans relâche, apportant médicaments, tentes et matériel de secours. Des équipes de recherche spécialisées, accompagnées de chiens, fouillent sans relâche les décombres, cherchant le moindre signe de vie. Dans des hôpitaux de campagne installés à la hâte,
les blessés graves sont opérés dans des conditions précaires. Sur les places publiques dévastées, des zones de distribution de nourriture s'organisent tant bien que mal. L'organisation est souvent chaotique, mais chaque bouteille d'eau, chaque ration alimentaire est une victoire. Les efforts de coordination avec un gouvernement haïtien lui-même décimé sont herculéens. Le monde entier a les yeux rivés sur Haïti et répond à l'appel à l'aide. Au cœur de cette immense tragédie, il y a des histoires personnelles, des destins qui basculent. Marie et son fils Jean, qui ont survécu, aident à dégager un voisin des décombres. Un médecin, le docteur Jacques, tient la main d'un enfant blessé pendant une opération improvisée, un geste de réconfort dans l'horreur. Des orphelins, seuls au monde, errent dans les camps, le regard vide. Des familles éclatées tentent de se retrouver, de rétablir des liens brisés par le séisme. Les premiers enterrements ont lieu, souvent dans des fosses communes, une nécessité cruelle face à l'ampleur des pertes. Mais au milieu des ruines, une solidarité spontanée naît entre voisins, entre étrangers, une humanité qui refuse de mourir. L'émotion est immense pour les survivants qui redécouvrent leur quartier, leur ville, transformée en un champ de ruines. Pourtant déjà les premiers efforts pour reconstruire quelques abris de fortune apparaissent, un signe de résilience obstinée. Lentement, la vie tente de reprendre ses droits. Les camps temporaires se transforment peu à peu en villages précaires, mais organisés. Progressivement, des écoles et des cliniques rouvrent leurs portes, souvent sous des tentes ou dans des structures temporaires. Des initiatives locales et internationales voient le jour avec l'ambition de reconstruire plus solidement pour que cela n'arrive plus jamais. Des monuments et des mémoriaux sont érigés pour ne pas oublier les victimes. Chaque année, lors des commémorations, le pays s'arrête dans un silence de recueillement. Les témoignages des survivants, ceux des enfants qui ont grandi avec cette mémoire, maintiennent l'histoire vivante. La ville se reconstruit, pierre par pierre, mais les cicatrices restent visibles. Gravées dans le paysage et dans les cœurs, l'humanité continue sa route, apprendre de la catastrophe, se souvenir de ceux qui sont partis et se relever, toujours. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui nous rappellent la force de l'esprit humain.